Bonjour et bienvenue Vétiltès. L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, c'est vrai, mais là, ce sont les agents IA, ces systèmes qui agissent un peu tout seuls, de façon autonome, Mhm. qui créent une vraie effervescence. Ils sont clairement en train de changer notre façon d'interagir avec la tech. Tout à fait. Et justement, notre exploration aujourd'hui, elle va se concentrer sur une dizaine de projets d'agents IA, des projets qui sortent un peu du lot en ce moment. D'accord. L'idée derrière ces agents, c'est d'automatiser des tâches, bien sûr, Mhm. mais c'est aussi d'améliorer notre productivité et même de s'attaquer à des problèmes assez complexes dans plein de domaines différents. Oui, c'est ça l'objectif affiché en tout cas. Alors pour cette discussion, c'est basé sur une sélection de sources assez récentes qui mettent en avant des projets qui font parler d'eux, qui sont jugés particulièrement innovants. Mhm. Notre but aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin que l'annonce, comprendre comment ça marche, ces outils, et surtout essayer d'entrevoir leur impact potentiel sur nos métiers, sur nos façons de faire. Alors, on va décortiquer ensemble ce que cette nouvelle vague d'IA nous prépare. Allons-y. On pourrait commencer par un domaine où l'IA fait déjà pas mal de bruit, le développement de logiciels, la résolution de problèmes techniques. Oui, un terrain de jeu idéal pour l'IA. Et le premier outil qui a retenu notre attention, c'est Stash. Il est présenté comme un assistant assez révolutionnaire pour les développeurs. Ah oui, Stash. En gros, il fournit le bon contexte au bon moment. Il va chercher l'info pertinente dans le code, la doc, les tickets Jira, GitHub, enfin un peu partout. D'accord. La promesse, c'est de réduire drastiquement le temps qu'on perd à chercher cette info. Mais bon, au-delà du gain de temps, est-ce que ça change vraiment la donne pour un développeur qui est face à un bug bien tordu ? Ah mais complètement. Le gain de temps, c'est, on va dire, la partie émergée de l'iceberg. Mais l'impact plus profond, il touche à la fiabilité même de l'IA dans ce contexte de développement. C'est-à-dire ? En donnant un contexte précis, sourcé à d'autres IA comme Copilot ou Cloud, Stash s'attaque de front au problème des hallucinations. Tu sais, ces réponses d'IA qui ont l'air justes mais qui sont en fait à côté de la plaque. Ah oui, le cauchemar du développeur. Exactement. Et ça, c'est fondamental pour construire la confiance. Si un développeur ne peut pas se fier aux suggestions de l'IA, l'adoption, elle va stagner. Donc Stash essaye de lever cette barrière. Et en plus, son intégration est pensée pour être transparente et il assure une traçabilité des accès IA, ce qui n'est pas négligeable pour la sécurité, évidemment. Oui, confiance, fiabilité, sécurité, des points essentiels. Alors, si Stash donne le contexte, il y a un autre projet, Replit, Agent 3, qui lui a l'air de vouloir carrément prendre les commandes. On le décrit comme un ingénieur logiciel autonome. Oui, c'est ça. Et ce qui frappe, c'est cette approche d'autotest et d'autocorrection en continu. C'est exactement ça. Il ne se contente pas d'écrire du code. Il va tester ce qu'il a produit dans un environnement réel, genre un navigateur. Il identifie les bugs et il essaie de les corriger lui-même. Hmm. Alors, les chiffres annoncés, 3 fois plus rapide, 10% d'économie. Bon, c'est intéressant. Oui, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Mais ce qui est potentiellement révolutionnaire, c'est vraiment cette boucle d'amélioration autonome. On parle d'une capacité à bosser sur des tâches complexes pendant plus de 3 heures d'affilée. Impressionnant. Et il y a cette idée, presque vertigineuse, qu'il pourrait créer ses propres agents à partir d'une simple instruction. C'est déjà concret ça, ou c'est encore un peu de la science-fiction ? Disons que c'est une fonctionnalité qui est mise en avant. Et ça illustre bien la direction qui est prise. L'IA ne fait plus seulement ce qu'on lui dit, elle anticipe, elle crée des outils pour mieux faire ce qu'on lui a demandé au départ. D'accord. Même si, les capacités réelles de ces sous-agents, il faudra les évaluer sur le terrain, l'orientation vers cette métacréation, c'est un signal fort sur l'autonomie grandissante de ces systèmes. Et puis il y a la flexibilité aussi. On peut lui demander un proto rapide ou une appli plus complète. D'accord, on reste dans le développement, mais on change un peu d'angle. On laisse le code pur pour s'intéresser à l'esthétique, à l'interface utilisateur, avec Tweak. Ne perdez plus des heures à chercher les bons outils. Ce guide réunit en un seul endroit les meilleures solutions IA pour les entrepreneurs, créateurs, freelance et entreprises. Une véritable mine d'or qui te donne un avantage immédiat sur tes concurrents. Sur www.multimétier.net. CN. Ah oui, l'interface. L'idée ici, c'est de rendre la création de thèmes visuels beaucoup plus intuitive. Au lieu de se battre avec des fichiers de config un peu abscons, là on manipule des curseurs, des sélecteurs de couleurs, on ajuste la typo et on voit le résultat en direct. Visuel, quoi. Exactement. Et une fois qu'on est content du design, on exporte le tout pour Tailwind CSS, un framework très utilisé pour le style des sites web.
Ça doit fluidifier la collaboration entre les designers et les développeurs, normalement. Tout à fait. Simplifier ce point de friction classique entre le design et le dev, c'est un objectif vraiment louable. Le fait que TwixIn soit open source et qu'il assure une cohérence avec des standards comme ShadUI et Tailwind, ça le rend particulièrement pertinent. D'accord. Il ne réinvente pas la roue du design system, mais disons qu'il en huile sacrément les rouages. Ça rend l'itération beaucoup plus rapide, plus visuelle. C'est un facilitateur très concret. Je vois. Un dernier outil dans cette section dev, et celui-là, il s'invite là où beaucoup de développeurs passent une bonne partie de leur temps, la ligne de commande. Cosin CLI. Ah, le terminal. Oui, c'est présenté comme un développeur IA intégré direct dans le terminal, cette interface texte, la CLI. D'accord. Il utilise un modèle qui s'appelle Genie 2, et la promesse, c'est qu'il peut interagir directement avec les fichiers du projet, lancer les compilations, les tests, sans qu'on ait besoin de changer d'outil. La ligne de commande qui devient une sorte de... De copilote. Exactement. Et un copilote qui n'a pas froid aux yeux, apparemment. Cosinir CLI est conçu pour gérer de manière autonome la correction de bugs ou même l'implémentation de nouvelles fonctionnalités. Ah oui, quand même. Son architecture multi-agent est assez intéressante. En gros, elle décompose le problème, elle planifie les étapes et elle vise à livrer un résultat qui soit directement utilisable, par exemple sous forme de pull request, une proposition de modif de code prête à être vue. Et ça, même si la tâche demande des opérations longues ou asynchrones. D'accord. L'intégration native dans l'environnement du développeur, c'est vraiment un avantage clé, parce que ça minimise les changements d'habitude. On reste dans son terminal. Oui, c'est très clair. On voit bien comment l'IA s'infiltre au cœur même des outils de création de logiciels. Mais elle transforme aussi notre façon de gérer l'info, les connaissances qu'on accumule. On peut peut-être regarder quelques exemples. Oui, la gestion de connaissances, un autre gros morceau. Il y a d'abord une fonctionnalité qui était très attendue pour Claude, un des grands modèles de langage, Claude Memory. Ah oui, la mémoire de Claude. L'idée est simple mais potentiellement très puissante. Donner à l'IA une mémoire contextuelle qui soit liée à des projets spécifiques. Fini, en théorie, de devoir réexpliquer à chaque fois les objectifs d'un projet, les préférences d'un client, les priorités de l'équipe. L'IA est censée se souvenir de ces éléments clés. Ça ressemble un peu à un assistant qui apprendrait vraiment à nous connaître, professionnellement parlant. C'est l'ambition, oui. Et ce qui est absolument crucial pour que ça puisse marcher en entreprise, c'est la question du contrôle et de la transparence. Bien sûr. Là, l'utilisateur garde la main. Il peut voir ce que Claude a mis en mémoire, corriger ou supprimer des souvenirs, et même passer en mode incognito pour des discussions ponctuelles qui n'affecteront pas la mémoire. Ah, c'est pas mal ça. Et la sécurité est aussi mise en avant avec une compartimentation des données pour éviter les fuites d'infos entre projets. Sachant que Claude 3 est déjà assez réputé pour sa fiabilité, ajouter cette couche de mémoire contrôlée, ça le positionne comme un partenaire potentiel sur le long terme, plus qu'un simple outil de questions-réponses. C'est cette gestion fine de la mémoire qui peut vraiment faire la différence pour l'adoption en milieu pro. D'accord. On passe à un outil au nom beaucoup plus direct, Talirus. Sa promesse ? Traiter et résumer des montagnes de documents, en un clin d'œil. Rapide et efficace a priori. Les cas d'usage qu'il donne sont assez parlants. Correction de dissertation, pour un prof débordé d'ailleurs, l'idée viendrait de là, d'un enseignant. Ah d'accord. Traiterie de centaines de CV pour un recruteur, analyse rapide de longs rapports, bref, transformer des heures de lecture fastidieuses en quelques secondes d'analyse IA. L'anecdote du prof fatigué rend l'outil assez sympathique, je trouve. Oui, c'est une bonne histoire. Mais au-delà de l'anecdote, sa force, elle réside dans ce duo, vitesse et personnalisation. C'est-à-dire ? Il ne fait pas juste un résumé générique. Il peut appliquer des critères très spécifiques, définis par l'utilisateur, pour extraire l'info pertinente ou pour évaluer les documents selon une grille précise. C'est cette capacité à traiter de gros volumes de texte, mais de manière ciblée, qui le rend efficace pour des tâches répétitives, mais qui demandent quand même une certaine finesse d'analyse. Je vois. Et pour finir ce tour d'horizon de la gestion d'infos, un concept assez intrigant. Corgi AI, présenté comme un second cerveau conversationnel. Un second cerveau. Carrément. Ouais. L'idée, c'est de centraliser tout ce qu'on sauvegarde au fil de l'eau, articles, favoris web, vidéos, PDF, et de permettre ensuite d'avoir une conversation avec cette masse d'informations personnelles. D'accord. Corgi AI digère le contenu, il en extrait les points clés, il repère les moments importants dans les vidéos. C'est un peu comme si notre pile à lire numérique devenait une base de connaissances avec laquelle on peut discuter. Le saut qualitatif ici, c'est le passage de la simple récupération d'infos à une forme de synthèse et même de raisonnement basé sur votre contenu. Ah oui.
l'outil ne se contente pas de retrouver un article que vous aviez mitreté. Il peut, en théorie, croiser les informations de plusieurs sources que vous avez sauvegardées pour répondre à une question complexe ou même pour générer de nouvelles idées. C'est une promesse d'augmenter notre capacité à exploiter notre propre capital d'information. Intéressant. Bien sûr, les aspects de confidentialité et la possibilité de créer des cerveaux séparés, un pour le perso, un pour le pro par exemple, sont aussi des points super importants pour ce type d'outil très personnel. Oui, logique. C'est fascinant. On voit bien l'IA comme un assistant pour mieux digérer, mieux utiliser l'information. Mais la frontière suivante, c'est quand l'IA passe de l'information à l'action. C'est notre dernière catégorie d'agents. L'IA qui agit. Exactement. On commence avec un navigateur web d'un nouveau genre, GenSpark AI Browser. D'accord, un navigateur boosté à l'IA. Voilà, sa particularité, c'est d'intégrer plein de modèles d'IA. Ils en annoncent plus de 160, qui fonctionnent directement sur l'ordi de l'utilisateur, sans passer par le cloud. Ah, ça c'est un argument technique fort. Ça touche directement à la confidentialité des données et aussi à la rapidité, parce que certaines fonctions IA pourraient marcher même sans connexion Internet. Mhm. Et au-delà de l'IA embarqué, le navigateur propose un super agent capable d'agir sur la page qu'on est en train de consulter. Comparer des prix, analyser des avis clients, résumer un article, bloquer les pubs. Ah oui, il est proactif. Il y a même un mode autopilote où l'IA peut faire des tâches de navigation simples à notre place. Et il s'intègre aussi à d'autres outils comme Discord ou Slack. Ça commence à ressembler à un véritable centre de contrôle pour l'action IA. C'est tout à fait ça. Ça illustre une tendance forte. L'IA n'est plus seulement une source de réponse, elle devient un moteur d'action. Que ce soit pour acheter un produit, réserver un voyage ou synthétiser des données pour un rapport, l'agent IA est conçu pour produire un résultat concret. D'accord. Et l'intégration avec les outils du quotidien, ça vise à ancrer ces actions au cœur de nos flux de travail habituels. Le traitement local reste un différenciateur clé pour la confiance, bien sûr. Changement radical de domaine avec Aikido Security. Ici, l'IA est mise au service de la cybersécurité. Un domaine, on le sait, notoirement complexe. Oui, un vrai défi. La promesse, c'est d'unifier la gestion de la sécurité du code source au cloud en passant par l'exécution des applications dans une seule interface. Détection de secrets oubliés dans le code source, analyse des conteneurs logiciels, surveillance de la posture de sécurité du cloud, recherche de malware. Tout serait centralisé. L'IA comme un moyen de simplifier un potentiel chaos. La simplification, c'est un aspect, mais là où l'IA devient vraiment intéressante chez Aikido, c'est dans sa capacité non seulement à détecter, mais aussi à corriger. Ah oui, L'IA aide à trier le bruit, à réduire les faux positifs qui submergent souvent les équipes de sécurité, mais la fonctionnalité AI autofixe, elle va plus loin. Elle propose et parfois même applique automatiquement des corrections pour les vulnérabilités trouvées. Ça peut aller jusqu'à générer la pull request correspondante. carrément. C'est un gain d'efficacité potentiellement énorme. La transparence et la surveillance de millions de composants open source sont aussi des arguments de poids pour eux. Automatiser la correction de failles de sécurité. C'est assez bluffant. On termine avec Lumro AI. Eux aussi, ils mettent l'accent sur l'action, mais plutôt orienté business. D'accord, retour au monde de l'entreprise. Leur approche, c'est d'entraîner des agents IA spécifiquement sur les données de l'entreprise cliente. Le contenu du site web, les FAQ, les documentations internes. Très ciblé donc. Oui, le but, c'est d'avoir des agents qui non seulement comprennent le contexte de l'entreprise, mais qui peuvent agir en son nom de manière fiable. Et les actions visées sont très concrètes, très orientées résultats, j'imagine. Exactement. Qualifier des prospects commerciaux, prendre des rendez-vous, créer des tickets de support client, encaisser des paiements, déclencher des processus métiers complexes. Ah oui, ça couvre large. Tout ça via une conversation naturelle sur divers canaux. Le web, l'email, WhatsApp, même le téléphone. L'intégration avec les outils existants, comme les CRM, les outils de gestion client ou les plateformes de support type Shopify, HubSpot, Zendesk, est évidemment cruciale. Bien sûr, pour que ça s'intègre dans les processus existants. On imagine que la sécurité et la confidentialité des données de l'entreprise sont absolument primordiales ici. Ah mais c'est non négociable. L'Umro insiste beaucoup sur une sécurité de niveau entreprise. Chiffrement, conformité GDPR, le règlement européen sur la protection des données, et surtout l'engagement de ne pas utiliser les données spécifiques d'un client pour entraîner les modèles généraux d'IA pour d'autres. C'est une garantie importante. C'est essentiel pour les entreprises qui pourraient hésiter à confier leurs interactions clients et leurs données à une IA externe. L'objectif est clair, transformer les capacités conversationnelles de l'IA en actions mesurables pour l'entreprise, tout en garantissant une sécurité béton. Très clair. Du coup,
Quand on regarde ces 10 exemples, il y a quelques lignes de force qui apparaissent assez nettement, non? Oui, je crois. Vas-y. D'abord, l'omniprésence de l'automatisation et cette quête de productivité dans tous les domaines. Le code, l'info, l'action. Ensuite, l'intégration de plus en plus poussée dans nos outils du quotidien, le terminal, le navigateur, les plateformes métiers, pour rendre l'IA moins intrusive, plus utile au jour le jour. Troisièmement, un accent qui est mis, et c'est nécessaire, sur la fiabilité, la lutte contre les hallucinations, on en a parlé, la sécurité des données, et le contrôle qui est laissé à l'utilisateur final. C'est un peu le fil rouge qu'on retrouve chez Stash, Claude Memory, GenSpark, Aikido, Lumro. Tout à fait. Et enfin, on assiste à une évolution des attentes qu'on a vis-à-vis de l'IA. On lui demande plus seulement de répondre, mais d'analyser, d'agir, et comme on l'a vu avec Replit, parfois même de créer. C'est une bonne synthèse. Voilà un tour d'horizon qui, j'espère, donne une bonne idée de l'ébullition actuelle autour de ces agents IA. Ces 10 projets, chacun à sa manière, ils repoussent un peu les limites de ce qu'on pensait possible en termes d'automatisation intelligente et aussi d'augmentation de nos propres capacités. Oui, ça bouge très vite. Et finalement, qu'on soit dans la tech ou pas, l'objectif sous-jacent de beaucoup de ces outils, il nous concerne tous, non? Simplifier la complexité, décupler nos propres compétences ou simplement nous aider à mieux maîtriser le déluge d'informations. Ce sont des enjeux très concrets pour quiconque cherche à être plus efficace et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est vrai. Et pour peut-être prolonger la réflexion au-delà de ces exemples précis, une question me vient. Maintenant que des agents IA peuvent non seulement analyser l'information, mais aussi agir dans le monde réel, et même potentiellement créer d'autres outils IA, quelle est la prochaine étape de la collaboration entre l'humain et la machine? Comment est-ce que ça pourrait redéfinir nos rôles professionnels et puis les compétences qu'on devra cultiver demain? Vaste question et fondamentale pour conclure cette exploration. Merci de nous avoir accompagnés. On continue d'observer tout ça avec beaucoup de curiosité. Ces avancées de l'intelligence artificielle sont vraiment fascinantes.